Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission. Très heureuse de vous retrouver. Toujours bien accompagnée et j'espère qu'en tout cas chez vous ça se passe bien, vous allez bien et que vraiment voilà, tout va pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, alors j'ai toujours un petit peu de mal à décrire un petit peu mes invités, surtout que je trouve que elle est assez mystérieuse finalement et c'est ce qui fait d'ailleurs tout son charme. Bonjour Emmanuel. Bonjour Linda, merci pour l'invitation. Bienvenue. Merci. Et tout est bien. Et je vous dis, j'ai tellement de chance finalement quand je suis sur le plateau parce que j'arrive à percevoir un petit peu les émotions et je suis très contente que tu sois là. Alors, est-ce que tu pourrais... on va discuter comme ça pendant 45 minutes, vous expliquer un petit peu ton parcours et tes expériences. Alors, comment tu pourrais déjà te présenter? Alors, sur le plan professionnel, je suis fondatrice du concept Atelier Marée-Tête, ce qui a engagé en fait le mouvement #Marée-Tête qu'on connaît tous maintenant, qui est connu sur le plan international. Hein. Et puis, sinon, je suis une jeune femme remplie de rêves, une artiste, et qui a réussi à faire de sa passion son métier. Voilà. Très bien, belle description. Et l'image est magnifique en plus. Alors, est-ce que tu pourrais... Tu grandis où, du coup, Emmanuel? J'ai grandi en France. D'accord. Je suis née en France. J'ai passé le plus clair de mon temps en région parisienne. D'accord. Et en fait, j'ai eu un ras-le-bol de la vie parisienne pendant ma période d'études. Donc, j'ai fait des études en droit pénal. Et arrivé au master, j'ai pris conscience qu'en fait, cette vie de métro, boulot, dodo ne me conviendrait pas, sachant que moi, j'ai toujours gardé un pied à la Martinique, c'est-à-dire en période de congé bonifié. C'était très vite. Ah oui, non, oui. On rentre plus dans les détails. Non, c'est trop facile. Elle a fait trop de raccourcis. Alors, tu es née en région parisienne. Très bien. Oui. Tu es combien de frères? Ah non, on entre dans le détail. Combien de frères, combien de sœurs? J'ai un petit frère qui vit toujours là-bas, qui lui par contre ne se verrait pas rentrer à la Martinique. Et comment ça se passait quand vous étiez petit, là-bas en région parisienne, dans le foie? Ouais, l'avantage quand on est enfant, c'est qu'on ne prend pas conscience réellement de la dureté de la vie. Donc pendant longtemps, c'était une enfance tranquille. Qu'est-ce que tu aimais faire? J'ai toujours eu une attirance pour tout ce qui était artistique. D'accord. Et il est vrai que j'avais plutôt une personnalité un peu garçon manqué, donc beaucoup avec les garçons, beaucoup à jouer à des choses qui sont plutôt réservées aux garçons. Comme quoi? Et les jeux de ballon, voilà, football, balle aux prisonniers, aux billes, des choses qu'on ne voit plus trop à la cour de récré, mais effectivement c'était ce à quoi on jouait à l'époque. Les jeux vidéo. Et puis, c'est vrai, le fait d'avoir un petit frère, on a plutôt tendance à mettre en avant son côté protecteur aussi. Donc, c'est vrai que j'étais beaucoup plus la grande sœur protectrice. Qui protégeait. Voilà. Alors ça, c'est... Voilà, ok. Donc, ça se passe bien généralement. Tu es avec tes camarades, de garçons. Et tout à fait. Tu as quand même une petite appétence. Qu'est-ce que tu fais finalement d'artistique quand tu es petite, toi? Bon, alors... je suis dans un cursus normal, hein, donc c'est plutôt lorsque je suis en classe qu'on fait les arts plastiques, je m'en sors toujours comme étant parmi les meilleurs. Mes travaux sont exposés dans l'établissement scolaire. De très bonnes notes aussi en théâtre, donc tout ce qui était expression aussi. Voilà, c'était vraiment là où je m'amusais en fait. Je n'avais pas conscience que ça pouvait donner place à un métier. Et de toute façon, dans mon éducation, on ne mettait pas en avant la possibilité de pouvoir en faire son métier. C'est-à-dire, on ne disait pas que plus tard, être dessinateur, oui, tu pourras être dessinatrice professionnellement ou styliste, etc. Donc, c'était plutôt ludique. Et c'est vrai que j'observais que j'avais cette facilité. Les professeurs le notaient auprès de mes parents, mais ça n'a jamais débouché sur un cursus par la suite, par exemple les écoles de beaux-arts, etc. Parce que pour eux, le métier conventionnel, c'était ce qu'il fallait privilégier. Donc, je me débrouillais pas trop mal non plus dans les matières traditionnelles, c'est-à-dire le français, tout ça. Donc, dès que j'ai pu avoir mon bac, j'ai été faire des études de droit. Donc, tu as fait un bac? Voilà, un bac L, littéraire. D'accord, littéraire. Voilà, qui m'a après engagée dans les universités, dans les études de droit. Donc, au fil du temps, je me suis spécialisée en droit pénal, donc à Créteil. Parce qu'effectivement, moi, j'aime bien, j'étais dans l'idéalisation de la justice. Et c'est vrai que l'idée de défendre la veuve et l'orphelin, j'aimais bien ça. Et puis, ça faisait plaisir aussi à
À ma mère aussi. Oui, ça faisait plaisir à ma mère. Donc effectivement, là, j'avais son assentiment et voilà, tout le monde était content. Est-ce que pendant son cursus professionnel, tu as émis cette idée-là auprès de tes parents, de leur dire, mais j'aurais bien aimé, non, même pas. Pas du tout, hein, parce que c'est même pas quelque chose c'est même pas une option qu'on vous propose. C'est-à-dire, à partir du moment où on vous met même pas cette possibilité, on vous tend même pas cette possibilité, donc on peut même pas imaginer en fait que ce soit possible. Et même quand on voit les jeunes étudiants sortir des écoles de beaux-arts, on n'imagine même pas comment ils ont fait pour y accéder, hein. Ou sinon on pense que c'est de père en fils. Bon, voilà, mais je veux dire qu'on se dit pas, oui, moi aussi je vais faire ça, comment ils ont fait. Et puis je pense aussi que ce qui a beaucoup joué, c'est aussi tout le cursus, le conseil d'orientation, qui a tendance aussi à ne pas forcément tenir compte de vos envies personnelles et à tenir compte simplement du cahier scolaire, qui montre que vous avez certaines aptitudes dans certaines matières conventionnelles et puis qui vous mettent là parce que c'est là que ça fait bien. Par exemple, à l'époque, un BEP, c'était la voie de garage. Alors qu'en fait, le BEP, ça débouche sur des métiers intéressants, les études, voilà. Les études ne sont pas longues, mais tout de suite on a un stage, tout de suite on peut être une force de travail directement sur le marché. Le problème des longues études, d'ailleurs, puisque 7 ans, 8 ans, 9 ans, une fois que vous arrivez en stage, en fait, il faut vous former. Et pour une entreprise, une formation, c'est de l'argent et du temps. Donc, combien de temps, comment ça s'est passé tes études de droit? Relativement bien. Je m'en sortais pas trop mal. Mais pendant longtemps, justement, on reste dans les cahiers, dans les livres. Donc, on a une vision assez tronquée de la réalité. Et lorsque j'ai commencé à faire des stages, c'est-à-dire arriver au master, là, j'ai pris conscience de la réalité du métier. J'étais à Nation, j'ai commencé mes stages avec Maître Guissé, qui est pénaliste. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout un métier qui me plaisait. Pourquoi? Parce que, en fait, voilà, le droit pénal, c'est que le mauvais côté de la société qu'on voit. Vous voyez, les conflits, les litiges, un tel est abusé. Voilà, vous voyez, c'est que des situations comme ça. Au final aussi, on se rend très vite compte que c'est pas forcément celui qui est victime qui va avoir raison. Voilà, c'est en fait le droit, c'est une question de preuve. Et bien souvent, celui qui enfreint les lois, il s'arrange pour avoir des preuves, truquer les preuves, ou en tout cas qu'il n'y ait pas de traces. Et la victime, elle-même étant victime, elle ne pense pas à se protéger parce qu'elle ne perçoit pas tout de suite la malice qu'il peut avoir dans tel ou tel acte, ou sinon tout ce qui est en rapport aussi avec les étrangers, les logements pour les étrangers, les vendeurs de sommeil, tout ça, où ces gens-là, n'ayant pas les papiers, n'ayant pas aussi de situation véritable, ils se font beaucoup avoir. Donc en fait, j'étais beaucoup dans cette situation-là pendant 2 semaines, et ces 2 semaines-là m'ont suffi à me dire que non, moi je voulais pas voir uniquement cette vision du monde. Même si, effectivement, il y a des cas où la victime, elle est dédommagée, etc. Mais en plus, on est constamment dans la jurisprudence, dans la doctrine. Moi, je me dis... Qu'est-ce qui t'a marqué le plus pendant ces 2 semaines de stage? Le cas qui t'a le plus, on va dire, choqué? En fait, mon maître de stage, elle était pénaliste pour les crimes contre l'humanité. D'accord. Et elle était dans un cas elle a défendu un cas, justement, c'est un crime contre l'humanité dans un pays d'Afrique, je crois que c'était la Mauritanie. Et c'est vrai que ça me semblait énorme. Ça me semblait énorme parce que c'est des gros dossiers à traiter. Il fallait qu'elle parte régulièrement en Afrique pour plaider. Et c'est des dossiers où on se dit, l'issue, c'est difficile de sortir de là avec une issue favorable puisque c'est des États qui sont mêlés dans ça, il y a des intérêts, etc. Donc c'est ça qui m'a plutôt marqué. Alors c'est vrai que c'est impressionnant, tout de suite on se dit, elle joue dans la cour des grands, mais en même temps on se dit, voilà. Il y a un sentiment d'inachevé. C'est vrai. Je ne vais pas dire brasser de l'air, mais presque, quoi. C'est-à-dire que c'est compliqué. C'est compliqué, il y a trop d'enjeux. Et puis, c'est des pays... En fait, ce sont des accords entre plusieurs pays, vous voyez. C'est compliqué, tout ça. Là, tu es en droit des affaires, c'est ça? Non, pénaliste. Voilà, j'étais en droit pénal. D'accord, donc tu es restée combien de temps? Je suis restée j'ai fait 5 années. Ah oui, quand même. Ouais, donc après, quand j'ai décidé de rentrer en Martinique, parce qu'en fait, parallèlement, je faisais déjà des cours autour de l'art d'attaché. Voilà. Quand même. Exactement. D'accord. En fait, j'ai toujours eu ça.
Et jusqu'à ce que j'arrive à trouver un équilibre. Parce que à côté de mes études, je m'organisais pour que je puisse bien apprendre mes leçons et après je puisse m'adonner à mes passions. Et à côté de ça, pour financer mes études, j'étais vendeuse dans un concept store qui était situé à Paris. Et la particularité de ce concept store, c'était qu'il travaille avec différents créateurs venus du monde entier. D'accord. Et donc, je rencontrais des gens d'Amérique latine, d'Afrique, tout ça. Et j'avais déjà pour habitude de m'attacher les cheveux. Et eux-mêmes, ils étaient intrigués par cette manière que j'avais de m'attacher les cheveux. Donc, on discutait. Et c'est de là que j'ai commencé à donner des cours de manière officieuse. Très bien. À Paris, c'était dans le 18e arrondissement et dans le 1er arrondissement à Châtelet. Et je faisais ça de manière officieuse. Et puis j'ai pris plaisir. Je faisais aussi modèle pour certaines marques qui étaient représentées dans la boutique. Et au fil du temps, on va dire que la mode, ce milieu-là, m'a attirée et m'a détachée en fait de mes études de droit. Et puis c'est deux mondes tellement opposés. Carrément. Et donc, quand à l'issue du stage, pour moi c'était clair, je pouvais pas poursuivre. En tout cas, j'aurais été malheureuse. Et donc, j'ai décidé de rentrer déjà dans Martinique parce que j'avais marre de la vie à Paris et de lancer les ateliers Marie-Tête. Alors, comment on explique ça à maman? N'explique pas. Hein. Parce qu'on sait très bien que ça ne va pas le faire. Parce qu'elle-même, elle vous a financé pendant des années. Oui. Elle est fière, elle a les diplômes qui tombent, elle commence déjà à vous voir. Vous voyez, donc là, le rêve s'écroule. Voilà, ta robe noire, Non, ça ne s'explique pas. Il faut le faire. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, elle s'est demandé s'il a eu des mauvaises fréquentations. Peut-être que c'est un coup de... Je sais pas, peut-être qu'elle a... Elle prend une année sabbatique, ça va aller, les études, en plus t'as ton diplôme qui est là, tu pourras reprendre tout ça, prends un an, tout ça. Je dis non, mais un an ça va pas suffire en fait, je veux pas, ça me plaît pas. Et donc, ça n'a pas été évident, surtout que je suis arrivée, j'avais quelques économies, et puis en 2012. D'accord, tu as 10 ans. Ouais, en 2012, avec quelques économies. Et donc ma maman me dit tu vas faire quoi? Je vais lancer Atelier Marie-Tête. Elle te dit quoi? Et là elle me dit non, t'as un problème. Et aujourd'hui, pour la petite histoire, j'ai eu l'occasion de rencontrer ta maman à la boutique. Ouais, donc, tout à fait. Qui elle me motive, hein. Voilà, qui est là à la boutique. Hein. Donc comme quoi, donc voilà, oui, 2012, belle histoire. Mon premier soutien aujourd'hui, c'est vrai. Donc 2012, tu arrives, voilà, et pas trop d'économie, donc... Comment parce que c'est quand même un concept que tu as inventé. Ah oui, j'ai inventé. Totalement. J'ai inventé, tout à fait. Alors, voilà, donc l'avantage à faire des études de droit, c'est que je m'étais dit, puis j'avais déjà un petit peu étudié un peu la situation. C'est-à-dire qu'en France, il y avait déjà les ateliers foulards. D'accord. Parce qu'il y avait déjà le mouvement NAPI, tout ça, cheveux naturels. Et donc, je m'apercevais que non seulement les femmes qui faisaient les ateliers foulards, elles étaient d'origine africaine. Ce que je trouvais dommage, c'est que la communauté antillaise, qui est très nombreuse, en fait, ne se distinguait pas dans cette discipline-là. Alors que nous aussi, on a nos manières d'attacher, on a nos raisons, tout ça. Et puis, ça restait uniquement sur l'aspect esthétique. Et donc, parallèlement à mes études de droit, parce qu'il y a aussi l'histoire du droit dans le droit, en fait, l'histoire du droit permet d'ancrer la matière et de lui donner des racines. Ce qui fait qu'après, ça devient une discipline prestigieuse. Voilà. Donc, il y a des fondamentaux. Et donc, c'est là que je me suis dit, il faut que je trouve les fondamentaux de l'art du Marie-Tête. Voilà, pour que ce soit ancré, pour que ça ne s'arrête pas uniquement à quelque chose qui est basé sur l'esthétique. Donc, parce que quand c'est esthétique, uniquement, ça devient éphémère. Ouais, ça devient une tendance, ça devient une mode. Et donc, il y a peu de chances que ça dure dans le temps. Et mon but, c'était effectivement de me reconvertir, mais de faire ça intelligemment. Hein, parce que je voulais absolument que ça marche, puisque plein de gens m'attendaient au tournant. La déception de ma mère, en plus. Et puis, moi-même, par ego, mon amour-propre, je me suis dit, non, je ne peux pas faire ça. Voilà, je ne peux pas faire ça. Et puis, au final, ça ne donne pas. Je n'aurais pas tout mis pour que ça fonctionne. Et effectivement, j'ai commencé à faire des recherches sur l'art du Marie-Tête. Et c'est de là que j'ai découvert la loi Tignon, qui est apparue en 1785. Alors, cette partie de l'histoire-là a été complètement passée aux oubliettes. C'est-à-dire que c'était une partie de l'histoire qu'on ne racontait pas. La plupart des femmes caribéennes s'attachent les cheveux, mais sans même savoir pourquoi.
Et moi, cela m'a toujours intriguée. Je me suis toujours demandé pourquoi mes parents, pourquoi les femmes que je connais dans ma famille s'attachent les cheveux, tout ça. Voilà. Et c'est de là que j'ai compris, en fait, c'est en découvrant la loi Tignon, j'ai compris qu'en 1785, donc en fait, il faut se remettre dans le contexte, donc les colonies, il y avait la Louisiane qui était une colonie française. Et en fait, on commençait déjà à percevoir une nouvelle catégorie de noirs qui étaient ni esclaves, ni blancs. Et donc, cette nouvelle catégorie de noirs, qui étaient soit des femmes affranchies, soit des mulâtresses, soit des quarteronnes, il fallait qu'on puisse les distinguer comme ça visuellement dans la nouvelle structure sociale coloniale. Et c'est de là qu'on a mis en place toute une série de lois qu'on appelle les lois somptuaires, donc en fait des lois discriminatoires qui imposent à ces femmes et hommes de s'habiller d'une certaine manière, mais aussi de s'attacher les cheveux, parce qu'en fait, la plupart d'entre elles étaient des courtisanes. Donc, souvent, source de conflits dans les couples légitimes, des couples issus de la classe dirigeante. Donc, c'est de là que le gouverneur de l'époque, qui s'appelait Rodriguez Esteban Miro, il a mis en place la loi Tignon, en 1785, qui impose aux femmes noires de se couvrir, donc les libres, de se couvrir les cheveux. Et elles, en fait, en réponse à cela, donc en fait, il fallait qu'elles s'attachent les cheveux vers le bas. Et elles, en réponse à cela, elles ont décidé de s'attacher les cheveux, oui, effectivement, mais vers le haut. Donc c'était une manière pour elles de défier l'ordre établi, mais en n'étant pas hors la loi. Et c'est de là qu'on a vu toute une série de styles de Tignon, parce que le vrai nom c'est Tignon, vous ne verrez jamais dans un livre d'histoire marée-tête. Ouais, le terme marée-tête, c'est un terme qui a été de manière populaire utilisé, mais depuis que le concept atelier marée-tête est né, en fait, ça l'a vraiment... je veux dire que maintenant, on ne se voit pas dire autre chose que marée-tête. Alors qu'à l'époque, voilà, à l'origine, on disait soit tête-marée, mais dans les livres d'histoire, on appelle cela le tignon. Voilà, le tignon. Et c'est le nom aussi qu'on donnait au tissu qui permettait de s'attacher les cheveux. D'accord. Et pas turban, et pas comme on l'appelle aujourd'hui. D'accord, que ça évolue aussi, c'est normal. Oui, tout à fait, le langage évolue avec son époque. Et donc, on a vu apparaître la bamboche, la coiffe pain de sucre. Plein de modèles qui permettaient à ces femmes-là, justement, à défaut de pouvoir montrer leur chevelure, qui était d'être encore plus vues, parce qu'elles avaient encore plus de tissu sur la tête. Et ça leur permettait comme ça de se pavaner dans les rues, avec les robes, etc. Et d'être encore davantage vues. Donc, c'est là qu'on voit en fait, que j'ai perçu en fait, non seulement le côté résistant, de ces femmes-là qui ont également contribué contre un système qui avait pour but de les asservir, de faire qu'elles portent moins d'attention à leur esthétique, mais aussi leur ingéniosité et leur créativité. Et c'est là que je me suis dit, mais attendez, mais il faut qu'on sache ça, c'est pas possible, parce que la plupart des gens, moi-même, je ne savais pas, et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Mais regarde-moi aujourd'hui, je suis en train de voir tes paroles, je me dis, wow, c'est juste magnifique. Voilà. Et donc c'est de là qu'en fait j'ai compris que non seulement il y avait tout cet aspect-là, donc en fait par rapport aux droits des femmes, c'était la semaine dernière, donc en fait ça tout à fait dans cet acte-là, puisque c'est un acte de résilience, et puis un acte de résistance. Et puis, au-delà de ça, c'est aussi le fil conducteur de tout le 6e continent, c'est-à-dire la Caraïbe. Toutes les femmes caribéennes étaient soumises à la loi Tignon. Et en fait, ça fait entre nous un emblème qui est représentatif de notre culture. Dans toute... c'est magnifique, Emmanuelle, merci. J'espère qu'en tout cas, vous... ces spectateurs étaient vous regardez avec beaucoup d'intérêt et c'est passionnant. Et en plus, quand elle en parle, elle a les yeux qui brillent. C'est superbe. Oui, pardon, excuse-moi, je remets. J'ai tendance un petit peu, t'inquiète pas, à partir de temps en temps, me disant, tu sais, je pars avec ce que tu dis, donc je l'imagine déjà. Mais c'est que du bonus, c'est que du bonheur, en tout cas pour moi. Donc du coup, j'ai presque perdu le fil. Alors, 2012, tu rentrais, tu as créé le Marée-Tête. Petit à petit, tu t'es renseigné sur le concept, tu as ramassé de très très belles recherches. Je suis un peu surprise aussi du niveau finalement de connaissances que tu as sur la matière, parce qu'effectivement, en plus j'ai eu l'occasion de participer à un atelier. Tu sais, c'est vrai qu'on a, je n'avais jamais imaginé, même avant de te contacter, que derrière en fait le Marée-Tête, il y avait toute cette philosophie, toute cette histoire, tout ce patrimoine. Et je trouve ça. Et quand tu en parles, c'est juste magnifique. Il y a une idéologie, ce qui fait que en fait, le Marée-Tête se distingue non seulement des attachés de foulard qu'on trouve en Afrique, aux États-Unis,
ailleurs dans le monde parce qu'il y a une idéologie. Vous voyez, ça n'a pas été fait comme ça par fantaisie, pour être belle. Réellement, il y avait une conscience dans cela. Et c'est en cela aussi que, pour rejoindre ce que disait Aimé Césaire par rapport aux armes miraculeuses de la créativité, où en fait il disait que les Noirs, les Africains qui ont été déportés nus dans ce nouveau monde, c'est-à-dire les Antilles, la Caraïbe, et voilà, dépourvus de tout. La seule chose qu'ils ont pu emporter, voilà, c'était leur identité, ce bout d'identité. Et grâce à ce bout d'identité, ces femmes-là, elles ont réussi à se construire une nouvelle culture, donc la culture antillaise, caribéenne. Et donc on a vu apparaître la musique, la cuisine, les robes. Vous voyez ? Donc on a réussi à se créer à partir simplement de ce bout d'identité, ce qui nous restait. Et c'est là qu'on dit, mais waouh, c'est magique un bout de tissu. Et quand on ouvre ce bout de tissu, il y a tout ce monde-là qui se déploie devant nous. Voilà. Wow. Oui, à chaque fois je repars. Alors, 2012, donc le concept est créé. La boutique arrive à quel moment ? Au même moment, suite. ouais, parce qu'en fait, comme je travaillais déjà parallèlement avec le concept store dont je t'ai parlé à Paris, j'ai eu l'idée en même temps, ne sachant pas si ça allait prendre tout de suite. Parce que moi, j'étais persuadée que ça allait prendre tout de suite, mais à ma grande surprise, non, ça n'a pas pris tout de suite. Alors qu'en France, c'était déjà dans l'air du temps. En Martinique, il a fallu beaucoup de travail au niveau de la prise de conscience. Donc, je fais beaucoup d'émissions télé, radio, pour faire comprendre aux gens que le marée-tête, chez nous, ça ne doit pas rester uniquement fermé à la communauté Rasta, parce que quand je suis arrivée, c'était c'était ça en fait. Et la plupart des femmes, lorsqu'elles entendaient marée-tête, c'était le cache-misère. Elles ne percevaient pas le côté esthétique. Oui, c'est avec les bigoudis, tu sais, histoire de mettre ça rapidement caché finalement. Oui, caché, alors qu'en fait c'est une coiffure parmi tant d'autres. Et que d'ailleurs, sur le plan politique, lorsqu'une femme noire était prise à partie, elle était en tête d'un parti politique, elle s'attachait les cheveux avec un tissu rouge et on appelait cela la zambo. Donc vous voyez, il y avait aussi une codification à travers le marée-tête. Et donc je me disais, ah non, il faut absolument que ça se sache, c'est ça qui va permettre en fait que nous, Caribéens, Antillais, Martiniquaises, on puisse s'approprier le marée-tête et ne plus le voir comme quelque chose qu'il faut cacher pour cacher notre misère. Pas du tout. C'est un élément qui doit faire partie de notre dressing et bien plus encore, qui doit faire partie entièrement de notre patrimoine. Et donc, effectivement, j'ai créé la boutique en me disant que ça va me ramener des fonds, ça va me permettre aussi de faire connaître d'autres créateurs à la population, en attendant que le marée-tête Et ça a pris quand à peu près le marée-tête ? Il a fallu au moins, je crois, environ 5 ans. Hein, 5 ans. Il faut vraiment que tu as été vraiment investi d'une mission. 5 ans. De toute façon, il est prouvé que lorsqu'on on lance une entreprise, les 3 premières années sont un peu compliquées. Et d'ailleurs, c'est au bout des 3 premières années qu'on sait si ça va tenir ou pas. D'accord, c'est vrai. Et 5 ans, je suis dans la moyenne. Et effectivement, de fil en aiguille, je voyais que ça prenait, que les gens commençaient à changer leur regard sur cette pratique. Et puis, ce qui s'est passé, effectivement, c'est qu'après en Martinique est arrivé le mouvement NAPI. Donc, ça a permis justement de ce changement de vision sur cette pratique, parce que les femmes cherchaient d'autres styles, d'autres façons de se coiffer. Soi aussi, pas forcément avec le défrisage, avec... Ça a été long, ça aussi. Parce de s'approprier sa beauté telle qu'on est, de s'aimer tel que nous sommes, voilà. Exactement. Et c'est vrai que le mouvement NAPI a permis ce changement de regard, cette nouvelle perception de nous-mêmes. Et c'est vrai que c'est là que ça a vraiment ça a commencé à s'ancrer là, à ce moment-là. Très bien. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on est connu timing. Je pense qu'on va commencer à regarder les photos et puis on va entrer un petit peu dans les détails. Tu nous as envoyé de très, très belles photos. Et oui, on a eu un petit bémol quand même. On s'en excuse. On aurait dû prévoir un petit turban. Oui, et Manuel nous aurait fait une démonstration. Mais c'est pas grave. Ça vous donnera l'occasion d'aller la rencontrer à sa boutique. Alors, première photo. Ah, oui, je tourne la tête. Celle-ci à l'envers. Vous êtes celle à l'envers. Bon, c'est-à-dire que le photographe l'a faite comme ça. Je tourne la tête. D'accord. Elle a été faite comme ça, cette photo. Voilà, elle a été faite donc, comme ça. Donc, tu as commencé un petit peu... Alors, moi, je vous invite aussi à aller voir la page Facebook d'Emmanuel Chiata, parce que je trouve que chaque photo, c'est une création déjà, mais elle a énormément d'inspiration
dans la mise en scène. Il y a toujours une nouveauté sur ton site, c'est-à-dire que sur ta page, on voit les photos, je me dis, mais c'est juste magnifique. Et merci. Vraiment, n'hésitez pas à y aller parce Merci, que, Linda. et puis derrière, il y a énormément de travail parce que à chaque fois, il faut se réinventer. Organiser des séances. Et en plus, tu crées quasiment tout. Tu crées le décor, tu amènes le les décor. Vêtements, tout, oui, voilà. Et c'est un très, 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 très beau travail. Merci. Voilà. On a interrompu. C'est pas grave, on va attendre un petit peu. Voilà. Alors, raconte-nous cette séance. En fait, voilà, je connais un photographe qui habite à Redoute. Et, comment il s'appelle? Tu peux le citer? Stanley. Il s'appelle D'accord. Stanley. Et le but, en fait, c'est que, j'ai pas trop de photos de moi, en fait, sur les... c'est toi? Oui, c'est moi, sur les réseaux. Et donc, ce qui fait que il m'a proposé de poser. J'ai dit OK, je me suis préparée, tout ça. Et j'ai décidé de mettre des fruits et puis nos fameux bougainvilliers parce que je trouve que c'est une fleur qui est magnifique. Et voilà, je les ai rajoutés à mon marais-tête. On a fait ça à la voie 28, pour ceux qui connaissent Redoute, devant une vieille maison. Et donc, c'est une des photos que j'aime bien utiliser parce que j'aime beaucoup l'expression et puis aussi l'enrichissement au niveau du marais-tête. Et j'ai eu à l'utiliser lorsque je suis partie au Japon. Voilà, pour faire la communication sur mes ateliers marais-tête. Alors, le Japon, comment... Alors, je te dis, mais Emmanuelle, elle est en Martinique. Comment est-ce qu'elle arrive à être contactée par le Japon pour venir faire une mission? C'est extraordinaire, oui, ça. Oui, merci Seigneur. Hein. C'est là qu'on se dit, mais vraiment, il faut s'écouter. Il faut s'écouter. C'est vrai que c'était pas évident, mais après, lorsqu'on voit que l'univers vous envoie comme ça des cadeaux, on se dit, en fait, on a bien fait de se choisir. Voilà. C'est bien dit. Et donc, effectivement, les réseaux sociaux, c'est un bel outil parce qu'avec les réseaux sociaux, le monde devient un village. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été contactée par une association japonaise qui est déjà venue en Martinique pour découvrir le café ici à la Martinique. Et donc, il y a déjà une attirance pour notre culture et qui ont trouvé justement au travers des photos que c'était intéressant de pouvoir... eux-mêmes, ils avaient envie d'étudier l'art du marais-tête, sachant que ça se rapproche un petit peu des techniques du furoshiki, de l'origami, qu'eux-mêmes, ils pratiquent chez eux. Et donc, ça a été une période sur 2 semaines avec un traducteur où j'ai donné des conférences à l'université de Kobe. J'ai donné également des ateliers à Osaka. Alors, c'était magique, hein. À Tokyo. Non, c'est pas vrai. Ah ouais, non, mais... Passez-moi, non, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai, magique, c'est magique. En fait, je veux dire que quand on croit en soi, et puis... c'est aussi la force de la naïveté et de l'ignorance, vous voyez, parce que moi, je me suis lancée, je connaissais pas la réalité du terrain ici en Martinique. Je percevais même pas que ça pouvait déboucher sur tout ça d'opportunités. Comme aujourd'hui, je travaille aussi avec la Ligue contre le cancer pour proposer des ateliers marais-tête aux femmes qui sont en chimiothérapie. Donc, c'est une alternative à la perruque. Moi, je percevais pas du tout ça. Et moi, j'étais simplement boostée par ma fougue et puis ma passion. Et en fait... voilà, et puis tu as fait de belles émissions, on en parle tout à l'heure, on va regarder la troisième photo, on va en parler tout à l'heure aussi. Alors celle-là, raconte-nous tout. Alors effectivement, comme tu as pu le dire, j'organise les shootings. Donc là, on avait fait ça dans un studio avec un modèle qui s'appelle Chamili, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est très, très photogénique. Et le photographe, c'est Larry. Comment tu imagines tout ça? Comment on te dit, tiens, on va prendre cette pose-là? Alors, au niveau des poses, c'est le photographe. D'accord. Hein, donc, parfois, ça peut être ensemble, mais là, c'est le photographe qui a fait faire cette pose. Et moi, je travaille beaucoup plus sur la tenue. Oui, parce que ça, c'est un filet. Un filet de pommes de terre associé avec les feuilles de banane et de cocotier de chez nous. Et puis, les chapeaux congolais, associé avec les turbans, les marais-têtes. Donc, en fait, vous voyez, c'est-à-dire que le marais-tête, au-delà même de l'accessoire, c'est aussi la possibilité pour nous d'éveiller. En tout cas, pour moi, je vois ça comme ça, d'éveiller nos consciences, c'est de créer un nouveau paradigme. Et je me dis que si on utilise nos richesses, nos codes, forcément, ça va nous aider à casser des anciens conditionnements qu'on a pu hériter de d'autres civilisations, de d'autres cultures, et à nous-mêmes créer notre propre paradigme, notre propre monde. Et c'est pour ça que je mets un point d'honneur à utiliser que des matériaux, des plantes, des fruits,
Voilà, tout ce que je peux trouver de chez nous. Montrant que ça peut être aussi moderne, que ce qui nous appartient n'est pas forcément obsolète, n'est pas forcément passéiste, n'est pas forcément, ne veut pas être une référence dans la mode. Voilà, je veux que nous soyons aussi force de proposition dans ce monde, parce qu'à l'heure actuelle, étant une petite île, on est souvent soumis à la mondialisation. On va le voir là, dans les prochains mois. Voilà, notre culture, notre identité, faut qu'elle tienne bon quoi, face à cette force extérieure. Et moi, je suis plutôt dans la démarche de la mondialité, c'est-à-dire mettre en avant nos richesses, notre culture pour pouvoir partager avec les autres. Alors que si on ne met pas cela en avant, on aura du mal à partager, on se fera absorber Mais déjà, par il faut les influences savoir, extérieures. on va faire un petit peu de philosophie du coup, mais ça commence déjà par s'aimer. Et oui, hein. Aimer ce qu'on nous sommes, aimer notre culture, aimer à fait. voilà. Mais je trouve, pour ma part, ça c'est un petit avis personnel, je trouve qu'on a bien évolué à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai. Avec les années. Oui, c'est oui, vraiment, oui, oui. regarde la preuve, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quatrième photo. Je t'en prie, madame. Voilà, donc là c'est une jeune femme qui est métisse congolaise martiniquaise. Oui. Et en fait, voilà, elle était de passage en Martinique, elle a voulu immortaliser son passage et donc je lui ai fait la tenue avec le marée-tête. Et donc cette photo-là, elle a été retenue après par un magazine américain qui s'appelle Aliser la vie pour mettre en avant notre culture et puis le savoir-faire du marée-tête. Parce qu'on parle beaucoup du marée-tête, mais alors ça c'est mon avis, tu as aussi quelque chose en stylisme, tu as un talent, c'est simple. Parce qu'en fait, il faut préciser que en fait, c'est pas du tout cousu. Voilà, c'est que noué sur le corps. Donc ça s'appelle le body wrap. C'est des tissus en fait qui sont noués autour du corps de façon à ce que le corps ne soit pas contraint par les coutures. Et puis l'avantage c'est qu'on puisse laisser partir son imagination et à la fin de la séance, je retrouve mon tissu dans son entier. Voilà, donc c'est des tenues éphémères et uniques. Donc alors là je me dis mais où est-ce qu'elle a été apprendre ça? C'est-à-dire que là aussi c'est quelque chose que tu as développé? Oui, parce qu'en fait quand j'ai commencé à faire les marée-têtes de manière beaucoup plus dans le cadre du chef-d'œuvre, à faire des choses vraiment volumineuses, etc. Je me suis dit, mais il faut que j'ai des tenues qui soient en adéquation avec mes marée-têtes. Et je ne percevais pas ça, en fait, dans mon entourage. Et c'est de là que m'est venue l'idée de faire cela également sur le corps. Et ça a donné cela, ça a donné le body wrap. Qu'elle a inventé en plus. Voilà. Est-ce que tu as créé quelque chose à partir de manque et tu as transformé, là, tu te dis, bon, j'ai pas, je laisse tomber. Non. Tu te dis non, il faut que je crée quelque chose. C'est génial. Oui, mais je pense que, en tout cas, nous, Caribéens, on s'est fait comme ça. C'est beaucoup de manques qui ont fait qu'après, on a réussi à transformer ce manque, justement, à être créatif. Hein, le manque naît dans la créativité naît du manque et à se réinventer. Et ne pas se mettre des limites aussi. Il n'y a pas de couture, j'ai pas de machine, je sais pas coudre, je vais pas faire. Non, je suis une artiste. Donc j'ai la capacité de pouvoir proposer, de pouvoir... Après, l'idée, c'est qu'il faut se montrer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont artistes, mais qui ont du mal à se montrer. C'est sympa de pouvoir s'exposer au regard des autres, à la critique. Et c'est vrai que c'est souvent là le challenge de l'artiste. Dans la tête. Ouais. Merci, vraiment, je sais pas pour vous, mais je trouve... j'adore ce que tu dis, en fait. Merci. J'adore tout ce que tu dis. Une autre photo... Alors, je t'en prie. Oui, c'est encore moi. C'est toi? Oui. Excuse-moi. Voilà. C'est toujours le même photographe, c'est Stanley. Donc, il habite pas très loin de chez moi. Et on a fait ça sur un stade de basketball. Et l'idée, c'était de pouvoir montrer qu'on pouvait mélanger les motifs et les couleurs. Et puis là, il y a une attention particulière sur cette photo, sur les bijoux. Ouais, tout à fait. Sur les bijoux. Les associations. Tu as des matières particulières que tu affectionnes? Moi, j'aime tout, mais j'aime ce qui est authentique. Voilà. D'accord. J'aime ce qui est authentique, j'aime les vrais matériaux. Et c'est vrai qu'il y a des bracelets en noix de coco, mais l'argent, les choses comme ça, moi, j'aime les véritables matières. Simple. Ouais. Très bien. Très bien. Merci Emmanuelle. Merci Linda. J'avoue que je suis presque émue peut-être, mais tu sais, on en discute un petit peu avant l'émission. Je ne m'attendais pas à découvrir autant de choses aujourd'hui, cet après-midi. Vraiment, merci. C'est un plaisir. Faire pleurer. C'est un plaisir, vraiment. Ensuite, prochaine photo. Voilà, donc là c'est en Guyane. C'est un modèle de Guyane quand j'ai été invitée à la Fashion Week. Et pareil, j'ai réalisé la tenue. Donc c'est une robe en madras avec le marée-tête.
Et c'était pour un shooting photo dans le cadre de la Fashion Week de la Guyane il y a 2 ans maintenant. Il y a 2 ans. Alors, on va profiter un petit peu de cette photo parce que tu as participé aussi à une très très belle émission, Échappée belle, Oui, il oui. me semble. Et là, pareil, Alors, on est chez soi, on est dans son atelier, on reçoit un appel. Bonjour, Échappée belle. Je voudrais savoir comment ça se passe. Raconte-nous un petit peu cette aventure. Effectivement, c'est ça, ma belle. Hein. C'est que les gens, ils vous appellent, vous envoient un mail et puis ils vous disent qu'ils viennent en Martinique parce qu'en fait, ils veulent mettre la Martinique à l'honneur, notamment les stylistes qui travaillent la mode créole autrement. Et c'est de là que, forcément, moi, j'étais déjà émue. Émue, j'y croyais pas tout de suite. Mais après, on se rend compte que c'est bien sérieux parce qu'il y a déjà une date de fixée. L'équipe de tournage, on l'a tout au long de la semaine. Et effectivement, il faut vite booker les shootings. Donc, arrêter, demander à un photographe si c'est disponible, un modèle, voir le lieu où on va s'organiser pour faire le shooting. Parce que c'était ça, en fait, le point culminant en tout cas de mon passage, c'était de le faire autour du shooting. Et dans le marché de Fort-de-France. Oui. Et voilà, ça s'est super bien passé, une équipe au top. Et puis c'est vrai que comme maintenant, par rapport à Atelier Marie-Tête, j'ai fait un travail qui a fait qu'aujourd'hui Atelier Marie-Tête est reconnu comme produit touristique à la Martinique. Et c'est nous seuls dans le Caraïbe qui avons ce produit-là comme produit touristique. Donc ça a fait que lorsqu'il y a des télés de l'extérieur qui veulent avoir accès à mes coordonnées ou qui veulent un produit en fait qu'on ne trouve pas ailleurs, et ils prennent contact avec le CMT, le Comité Martiniquais du Tourisme. Tout à toi. Voilà, c'est ça. Parce que tu viens avec ton originalité. Voilà, quand je dis originalité, c'est vraiment à l'origine c'est-à-dire quelque chose d'unique et puis qui est extrêmement bien, je trouve, structuré en fait. Ça paraît tellement clair dans ta tête. La construction, elle est solide en fait. Oui, effectivement. C'est un travail laborieux, mais je voulais monter chaque marche de l'escalier. Je voulais pas prendre d'ascenseur, parce que c'est lorsque chaque pas est ancré que là on sait les fondations elles seront là pour longtemps. Je me souviens plus des citations, mais il y a une citation avec une histoire de grand pas pour ceux qui connaissent. Je me souviens plus. J'ai l'impression d'avoir des trous. Bref. Oui, elle me fait perdre mes moyens. Pardon. Ensuite, prochaine photo. Oui, là, c'était dans un magazine. Ouais, ça a été dans un magazine, mais avant tout, c'est une jeune femme qui s'appelle Francette, ici en Martinique, qui m'avait demandé pour être modèle. Je lui ai dit OK. Et donc, j'avais eu l'idée de faire des marais-têtes en utilisant aussi des jeans, parce qu'on voit un peu le bout d'un jean. La partie jaune, là. Voilà, exactement. Et donc, il s'en est suivi qu'elle a posté cela. Elle a pris cette photo-là pour participer à un concours sur énergie, la photo la plus originale, et puis elle a gagné. Et je crois qu'elle a gagné, le premier prix. Je ne sais plus ce dont il était question, mais grâce à cette photo, elle a gagné le premier prix. Et là aussi, c'est toujours le même photographe. Non, là c'est un autre, il s'appelle Thierry Faugeot. Ah oui, en fait, je connais, qu'il n'est plus ici d'ailleurs, non, qui est parti. Ici, il est en France. Oui. Et moi j'aime bien travailler avec différents photographes parce que chaque photographe a un œil différent, a une façon d'interpréter mon travail et donc de manière différente et ça donne justement des photos avec une autre créativité. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Là, je suis plus que je me dis, mais Emmanuelle, à quel moment tu as le temps de faire tout ça de choses Et puis elle me dit, non, je le fais. Oui. Parce que moi, si je fais pas ça, c'est là que je vais pas me sentir bien. C'est vrai. Donc tu es toujours en train de bouger, je suis tout le temps en train de créer. d'imaginer. Je peux pas être là comme ça. C'est-à-dire que regarder la télé toute une journée. Mon esprit là ailleurs. Ouais, ailleurs. Je te comprends. Même les body wraps, c'est quelque chose que je faisais quand j'étais petite. Vous voyez, au lieu de jouer à la poupée, moi je prenais des tissus puis je nouais, ça me créait tout de suite un personnage. Donc j'ai une imagination très foisonnante. J'arrive très vite à partir aussi. Et je sais de quoi tu parles. Et donc effectivement, pour moi, faire les shootings, c'est un bon moyen d'exprimer l'art, donc l'amour en final, la façon dont je perçois ce monde. Voilà. Et tu fais des shootings. Alors la question est peut-être bizarre, mais je pense que c'est aussi à l'inspiration. Tu as une périodicité, tu fais 2 shootings par semaine. Parce que chaque fois que je vois une photo, je me dis, mais à quel moment? Il y a toujours tu diffuses jamais les mêmes photos. C'est tu fréquent. as toujours plusieurs photos, tu as toujours plusieurs lieux, plusieurs photos. Quand je me dis, mais à quel moment elle attend de faire ça? C'est vrai que c'est fréquent, à peu près 2 fois dans la semaine. D'accord. Voilà. Et au moins 2 fois dans la semaine. Il y a une, alors je ne sais pas si elles sont dans tes photos, il y a une qui m'avait beaucoup marquée.
C'est une où il y avait un panneau. Sur quoi 151 alors il y a deux qui m'ont marqué, je ne sais pas si elles sont celles-là. Un monsieur, je crois que tu l'as diffusé il y a quelques semaines. Peut-être, oui. Et à chaque fois que je regarde le visage de ce monsieur, je ne sais pas, il y a quelque chose, il y a... Ah, oui, dans un arbre. Oui, non, je crois, avec oui, les yeux clairs, qui regardent. Et je crois qu'il a dit... Oui, non, il y a un mari-tête. Oui, il a un mari-tête. Et il est, à chaque fois, la photo, elle me touche en tout cas. Et puis, il y a une autre, donc celle-là, elle est beaucoup plus ancienne. C'est une photo où je crois qu'il y a du body wap aussi. C'est une femme qui est assise et elle a un panneau 151 où... ah oui, je vois. Et ça m'avait... Tu vois une asiatique, un type asiatique. Voilà, un peu assise, je voilà. crois. Et ça, je me suis dit, waouh, j'ai trouvé le décor, tout. C'est très, 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 très belle photo. Merci. Merci. Bon. Elle n'arrête pas de dire merci. Une autre photo. Je ne sais pas du tout où on en est. Ah, oui, ça, c'est nouveau. Oui. Ça, c'est nouveau. Raconte-nous tout. Et avec caisse d'épargne derrière. Ouais, je te jure. Je sais pas, non. À sortir avec le mari-tête voilà. en plus. Le côté, made in Martinique. Et effectivement, j'avais envie de changer. Alors, j'ai pris effectivement un homme, mais je voulais le mettre en tenue costume. Et puis le décaler avec le mari-tête. Donc, voilà, ça a donné ça. Parce que sur mes shootings, je trouvais que je n'avais pas d'homme en costume avec le mari-tête. C'était une manière de montrer que c'est possible, en fait. C'est pas quelque chose qui va être tout à fait... on n'est pas en décalé parce qu'on porte un mari-tête avec un costume. C'est question qu'il faut oser. La façon dont on le porte, la façon dont on fonctionne. Il y a plein de choses, le regard, il y a plein de choses. Il s'appelle comment, ce monsieur? Steven. Très bien. Et comment tu trouves tes modèles? Alors, est-ce que tu fais comme la rue, où tu vas dans la rue et tu dis, toi, j'aurais bien aimé te prendre en... Non, je fais pas ça, mais ils m'envoient des photos. Ah oui, c'est eux qui m'envoient des photos, ils m'envoient des mails. Et puis, voilà, c'est comme ça que ça se fait. Hein. En fait, c'est des gens qui viennent à moi. Ou sinon, effectivement, lorsque je connais une fille dont le métier c'est vraiment modèle, je peux lui envoyer un message. Quand tu lui demandes, mais généralement, ils viennent à toi. C'est génial. Emmanuel, tu sais qu'on est quasiment arrivé à la fin de l'émission, tu vois? Eh ben, ouais. Tu vois, comme je t'ai dit, 45 minutes, ça passe très, très vite et très, très vite. Oh, très, très vite, j'arrive. Allez, on se remet en selle. Qu'est-ce que tu pourrais... parce que je trouve que tu as un très, très beau parcours et... extrêmement courageuse, mine de rien, parce qu'il en faut quand même un petit peu pour pouvoir faire ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller un petit peu à tous ceux qui nous regardent, tu en as déjà un petit peu parlé, qui aussi, je sais pas, cette envie de faire, cette envie d'être soi, mais qui, parce qu'en face, y a la famille, il y a les copains aussi, parce que finalement, on sort un petit peu du lot quand on... Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Moi, il y a une citation de Mark Twain, qui est un écrivain, et qui dit, en fait, ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Et je pense que, voilà, il faut faire ce qui nous anime. Il faut faire fi, en fait, voilà, c'est-à-dire que l'ignorance, la naïveté, les gens pourront vous dire, oui, mais ce que tu fais là, ça semble naïf, t'as une certaine forme de naïveté, c'est quelque chose qui, en fait, qui s'apparente à un esprit assez enfantin pour faire ça. Mais, je veux dire que le monde, c'est fait de rêves, vous voyez ? C'est que les rêveurs qui ont réussi à faire ce monde-là aujourd'hui, dans lequel nous sommes, les avions, les voitures, il y a bien des gens qui les rêvent. Exactement. Et donc c'est pour ça qu'il faut y aller, il faut aller au-delà des pensées des autres, parce que bien souvent les gens ils projettent leur propre peur sur vos projets. Et puis nous n'avons qu'une seule vie, alors il faut la vivre à fond. Oui, avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, je pense que ce qui se passe à l'heure actuelle nous montre bien que notre vie, il faut en profiter. Et que chaque seconde, chaque minute, en fait, c'est un cadeau. Et qu'on ne peut pas le perdre à avoir des regrets, mais il vaut mieux vivre la vie en ayant des remords et en se disant, bon, moi, je l'ai fait. Ça n'a pas marché, mais moi, je l'ai fait, quoi. C'est vrai, chaque minute, c'est un cadeau. Et on oublie, des fois, on a l'impression que tout est acquis, mais en fait, pas du tout. Comment tu as vécu, justement, on va partir sur ça, mais on va revenir sur une chose positive. Comment tu as vécu les 2 dernières années? Confiné chez toi? Non, bien. Oui, très bien. Parce qu'en fait, voilà, moi j'ai la chance de ne pas être en appartement. Et puis, ça m'a permis de m'adonner à mon art. Donc là, je faisais encore plus de shooting, voilà.
J'avais pas les contraintes T'es quand on pas était confinée? confinés. Ah, non. Emmanuel. Oups. Je sortais dans Oui, allez, dans laps de temps qui un était kilomètre. convenu, Allez, voilà, dans ton voilà. jardin. Mais je sortais, je prenais l'air, et puis ça m'a permis aussi de me remettre en question, de faire un travail sur moi-même, tout ça. Donc, je les ai relativement bien vécus, mis à part l'aspect effectivement financier, économique qui a été impacté. Mais je veux dire que tout le monde a vécu, Oui, tout le monde a vécu ça. l'aspect économique a fait, il y a eu un déclin à ce niveau-là, mais sur le plan psychologique, ça ne m'a pas... Après, j'ai pas l'impression que tu sois très. Peut-être que je me trompe, mais je pense que tu t'adaptes aussi. Hein, c'est-à-dire, bon, c'est comme ça. Ben, voilà, Oui, de toute façon, je pense que il faut assez cool, zen en fait, de façon générale, quoi. En tout cas, on n'avait pas le choix de s'adapter. On n'avait pas le choix, hein, parce que sinon, soit on s'adapte, si on s'adapte pas, forcément, ça va devenir contraignant, on va être dans un rapport de force. Alors, inutile d'être dans le rapport de force, parce que de toute façon, nous n'avons pas la main dessus. Donc, voilà. Bon, juste avant, deux petites questions. Quels sont tes rêves, allez, tu n'es pas obligé de tout nous dire, hein, mais je me dis, mais je pense qu'elle va réserver encore des petites choses. Est-ce que tu as déjà commencé à élaborer, envisager? Pouvoir voyager, reprendre les voyages. D'accord. Ah oui. Et puis... Rester en Martinique? On verra. D'accord. Oh non. Non, on verra, Linda, on verra. En fonction des opportunités. En fait, tu te confortes pas forcément à rester. Non. L'esprit est large, c'est bien. Ouais. Bon. Et alors, on finit toujours généralement par cette petite question. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour du coup, bien vivre simplement? J'aime bien lire tout ce qui est autour de du bien-être. Récemment, j'ai acheté un livre sur Apprendre à écouter son corps de Lise Bourbeau. Voilà, j'aime bien tout ce qui est comme ça, le développement personnel, mais je pense que c'est en pleine expansion à l'heure actuelle. Et puis j'aime bien aussi rencontrer des femmes et échanger en fait sur la façon dont on perçoit notre féminité, comment nous vivons notre féminité. Voilà, l'amour de soi. Très bien, belle conclusion. Bon. En tout cas, merci Emmanuel, vraiment, merci. On n'a pas rappelé. Oui. On va le rappeler quand même. Ta boutique, thématique boutique, se trouve au 113 rue Blénac, au 3e étage de l'immeuble Osiris, donc en face du Grand Marché. Et puis, vous pouvez me trouver sur tous mes réseaux sociaux, Atelier Marie-Tête, Emmanuel Sounjata. Et mon numéro de téléphone, 06 96 28 05 47. Voilà, je pense qu'on a toutes les émissions, on a toutes les informations. Ouais, un dernier mot à rajouter éventuellement? Prenez soin de vous et puis faites de vos rêves votre réalité. Super, avec un beau sourire. Voilà, merci beaucoup. Je remercie encore Emmanuel. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, c'était le cas. Et, merci. Je peux dire que merci, hein, vraiment. Ah oui, merci à toi aussi, surtout. Et pareil, hein, prenez soin de vous et puis faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Je vais reprendre une de tes phrases, vous êtes vous-même. Ouais, voilà. êtes vous-même. Merci beaucoup, à bientôt.